Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire du 22 septembre intitulé « Découvrir l'écriture inclusive ». Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de mobilisation des connaissances et des communications à la Société Santé en français et il me fera plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une reconnaissance. En effet, je tiens à reconnaître que je me situe sur les territoires traditionnels non cédés des Malécites et des Micmacs. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas de clause de cession relative à la cession des terres, mais reconnaissaient le titre de Micmac et de Malécite et définissait les règles quant à ce que devaient être des relations durables entre les nations. Alors, je suis très contente aujourd'hui de lancer cette session automne 2021 des webinaires de la Société Santé en français en accueillant notre invité, Antonin Rossier-Bisaillon. Mais avant de présenter M. Rossier-Bisaillon, laissez-moi dire quelques mots sur la Société Santé en français, qui est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Les objectifs des webinaires sont au nombre de 3, à savoir offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, ainsi que favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Ces activités sont rendues possibles grâce au financement de Santé Canada. Et maintenant, quelques mots concernant notre conférencier, Antonin Rossier-Bisaillon. Il est titulaire d'une maîtrise en linguistique et est analyste au Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie de l'Université de Montréal. Dans le cadre de ses fonctions, Antonin a animé plusieurs ateliers de formation à l'écriture inclusive et il a collaboré à la conception d'une formation en ligne autoportante, ouverte à toutes et à tous, visant à rendre ces pratiques rédactionnelles accessibles au plus grand nombre. Un peu de logistique avant de céder la parole à notre conférencier, simplement pour vous informer que vous êtes toutes et tous présentement en mode sourdine, mais que, par contre, tout au long du webinaire, si vous avez le goût de communiquer avec nous, vous pouvez le faire par écrit en utilisant la boîte de conversation au bas de votre écran, communément appelée Chatbox, ou encore en utilisant l'option Q&R pour questions et réponses. En cours de webinaire aussi, vous noterez qu'il y aura quelques questions de sondage interactif. Ces questions de sondage et votre participation est facultative et anonyme, mais nous vous encourageons cependant à répondre. Vous n'avez qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. Alors, on se pratique dès maintenant avec un premier sondage interactif. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran quelques questions. Les voici. Donc, la première question, sur une échelle de 1 à 5, quel est votre degré de familiarité avec l'écriture inclusive? Donc, vous ne pouvez voter qu'une seule fois. 1 étant très peu de familiarité et 5 correspondant à beaucoup de familiarité. Alors, choisissez l'option qui vous correspond. Et la question 2, parce qu'on est intéressé à vous connaître davantage, ce qui a piqué mon intérêt à assister à ce webinaire, c'est surtout mon désir, d'en connaître davantage sur ce style d'écriture, de communiquer de façon plus inclusive, de partager ces informations à d'autres personnes ou autres. À ce moment-là, on vous invite à écrire votre réponse dans la boîte de clavardage, à vous cocher et par la suite, vous allez cliquer « Soumettre », s'il vous plaît.
Alors, on va voir, dès que 70% des participants auront voté, on pourra partager les résultats de ces questions de sondage. Alors, vous voyez que, bon, sur une échelle de 1 à 5, donc, quand même, 24% d'entre vous êtes très peu familiers avec le concept d'écriture inclusive. C'est génial parce que ça va permettre d'en apprendre un peu plus aujourd'hui. 43% d'entre vous êtes quand même assez familiers et 10% beaucoup de familiarité. Et quant à ce qui a piqué votre intérêt à participer à la session aujourd'hui, on remarque que pour 57% d'entre vous, c'est votre désir de communiquer de façon plus inclusive. On s'en réjouit. 29% d'en connaître davantage sur ce style d'écriture et pour 14% d'entre vous, de partager ces informations à d'autres personnes. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et je vais bientôt cesser le partage de mon écran, mais je veux vous informer tous qu'il y aura de la documentation en appui des références et ressources que notre conférencier vous apporteront aujourd'hui qui seront disponibles suivant la session. De même, l'enregistrement du webinaire sera disponible sur le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine. Alors maintenant, place à notre conférencier du jour, M. Anthony Rossier-Bisaillon. Anthony, c'est à vous. Oui, bon, voilà. Alors, merci Nathalie. Donc, est-ce que vous voyez, vous devriez voir mon écran en ce moment? On voit ton écran, mais ce n'est pas en mode présentation. Parfait. D'accord. Oui, donc, voilà. Alors, je vais juste ajuster un petit truc ici. Parfait. Donc, merci Nathalie. Comme Nathalie vous l'a expliqué, donc, j'ai une maîtrise en linguistique à l'Université de Montréal. Mais c'est surtout dans le cadre de mon emploi au Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie que je me suis intéressé à l'écriture inclusive, notamment en donnant plusieurs formations pour le personnel et maintenant à l'extérieur aussi de l'Université de Montréal. Alors, tout d'abord, c'est intéressant de voir un peu votre degré de familiarité avec l'écriture inclusive, d'en savoir un peu plus sur ce qui vous a amené à participer au webinaire. Alors, certainement, j'espère vous inciter à apprivoiser puis à découvrir un peu cette nouvelle façon de penser la rédaction de façon plus inclusive. Et donc, dans un webinaire où je vais vous présenter surtout, si vous voulez, comme un peu un aperçu des procédés qui existent. Et vous allez voir à la fin de la présentation, vous allez pouvoir un peu aller explorer à l'aide de plusieurs ressources qu'est-ce qu'il est possible de faire en écriture inclusive. Alors, sans plus tarder, regardons un peu ensemble un plan du webinaire. Alors, je vais commencer en présentant les grands principes derrière l'écriture inclusive. Pourquoi on l'adopte? Qu'est-ce qui motive cette nouvelle façon de rédiger? Ensuite, le cœur de la présentation va surtout être autour des procédés qui existent en écriture inclusive. Et ici, donc encore une fois, je vous donne un peu un aperçu de la gamme d'outils disponibles. Je ne vais pas nécessairement rentrer tout le temps dans le micro-détail, mais évidemment, dans la période de questions, s'il y a des aspects que vous voulez creuser davantage, n'hésitez pas à me le demander. On va regarder aussi un exemple dans lequel, donc un très court exemple dans lequel je vais vous montrer comment on peut employer en fait une variété de procédés en écriture inclusive. Et puis, en fait, je vais beaucoup insister là-dessus sur le fait de diversifier un peu les outils que vous utilisez et de ne pas avoir systématiquement recours à la même stratégie, par exemple. Et finalement, donc, à la fin de la présentation, je vais vous présenter quelques ressources qui vont vous permettre d'entamer votre transition vers l'écriture inclusive. Alors, sans plus tarder, je commence avec les principes. Alors, pourquoi l'écriture inclusive? Alors, une idée qui est assez fondamentale derrière toute la démarche de l'écriture inclusive, c'est cette idée que l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est une valeur assez fondamentale dans nos sociétés, doit se refléter
dans le langage, dans l'expression écrite, et certaines vont même dire dans l'expression orale aussi. Alors, pour vous donner un exemple de comment ça se manifeste, donc par exemple, le réseau OPAL, qui est un réseau d'organismes francophones de politique d'aménagement linguistique, a émis une déclaration en 2018 qui invitait chacune à utiliser systématiquement des formes lexicales, grammaticales qui vont traiter de manière égalitaire les femmes et les hommes, favorisant de cette manière une meilleure cohésion sociale. Donc ici, on a vraiment l'idée que, si vous voulez, à travers le langage, on vient favoriser la cohésion sociale, faire vivre cette valeur de l'égalité homme-femme, donc à travers l'expression écrite. Alors, il y a 5 grands principes derrière l'écriture inclusive, et ici, donc je me permets de mentionner que ce sont les principes qui sont tirés du guide d'écriture inclusive de l'Université de Montréal, le guide Inclusivement. Alors, un premier grand principe, c'est qu'on veut tirer un trait sur les textes au masculin. Okay? Donc, on connaît tous et toutes un peu cette idée du masculin générique. Hein? On en a beaucoup entendu parler durant notre scolarisation, comment, en fait, en utilisant un nom masculin, on représente à la fois les femmes et les hommes. Cette idée du masculin l'emporte. Bien, peu à peu, on veut essayer d'éviter d'avoir recours à ce type d'utilisation du masculin générique pour avoir plutôt des textes qui vont représenter autant les hommes que les femmes et où on va rendre visible, en fait, les femmes dans un groupe de personnes, par exemple. Alors, deuxième principe, on va adopter la rédaction épicène. Alors ici, ça me permet de vous définir ce mot épicène qu'on va voir à plusieurs reprises durant le webinaire. Donc, un terme un peu grammatical, là, mais dans le fond, ce que ça veut dire, épicène, c'est un mot qui a la même forme au féminin comme au masculin, hein, dit grosso modo. Donc, prenez par exemple un nom comme responsable. On dit un responsable et on dit une responsable. Hein, donc, c'est un mot qui ne s'accorde pas en genre. Et puis, comme on va le voir, ben, par extension, quand on parle de rédaction épicène, ben, on parle d'une rédaction où on cherche justement à éliminer ces distinctions de genre. À travers toute la démarche d'écriture inclusive, c'est aussi important de préserver la lisibilité des textes que vous écrivez. Donc, en fait, on ne veut pas nécessairement se ramasser avec des textes qui sont plus difficiles à lire, moins fluides. On veut préserver la lisibilité du texte et donc pas sacrifier l'importance d'être capable de lire un texte de façon fluide. On va aussi équilibrer la répartition du féminin et du masculin. Et ça va se faire notamment à l'aide de ce que je vais vous montrer, qui sont les doublets. Hein? Donc, par exemple, d'écrire, plutôt qu'auparavant, on aurait écrit les conseillers, en englobant à la fois les hommes et les femmes, de commencer à prendre l'habitude d'écrire les conseillers et conseillères, donc d'équilibrer la visibilité des femmes et des hommes. Et finalement, moi, je dis toujours dans mes formations que vous êtes vraiment les personnes les plus au fait du public auquel vous vous adressez quand vous écrivez. Hein. Donc, ça, c'est important de garder en tête que vous devez toujours adapter les procédés que vous utilisez au type de communication. Quel est le contexte dans lequel vous vous trouvez? À qui est-ce que vous vous adressez, encore une fois? Donc, toutes ces questions-là sont à prendre en compte quand on rédige un texte en écriture inclusive. Et ça veut aussi dire qu'il n'y a pas nécessairement une façon d'écrire un texte de façon inclusive, mais plusieurs, encore une fois, selon le contexte dans lequel vous vous trouvez ou le type de communication. Alors, quelques mots aussi sur l'approche qui est adoptée dans le cadre de ce webinaire. Alors, tout ce que je vous présente aujourd'hui est conforme aux recommandations de l'Office québécois de la langue française. Donc, l'Office québécois de la langue française, depuis plusieurs décennies, a commencé à travailler sur tout d'abord la féminisation lexicale et ensuite sur
la rédaction épicène. Et donc, on s'appuie vraiment sur ces recommandations-là qui sont de plus en plus répandues dans la société. Alors, ce que vous apprenez dans le cadre de ce webinaire s'applique à beaucoup de milieux de travail. On va aussi employer des procédés qui existent déjà dans la langue française. Donc, on est dans une approche où on ne va pas chercher à inventer des nouveaux mots, par exemple, ou à changer la langue, si vous voulez. On va employer ce qui existe déjà, les procédés, les ressources qui sont déjà à notre disposition. Et finalement, je souhaite rappeler qu'on est vraiment dans une démarche de transition avec l'écriture inclusive. Il ne faut pas nécessairement s'attendre à l'adopter de façon parfaite du jour au lendemain et se mettre cette pression-là. Donc, vous avez le droit de faire des erreurs et puis de tranquillement, en fait, vous habituer à ces nouvelles stratégies d'écriture. Alors, justement, on rentre dans ces stratégies que je vais appeler les procédés pour le bienfait du webinaire. Et encore une fois, aujourd'hui, je vous montre un peu un aperçu de la gamme d'outils qui sont à votre disposition si vous voulez passer à l'écriture inclusive. Alors, premièrement, la première grande catégorie d'outils, ce sont les procédés syntaxiques. Alors, quand on parle de procédés syntaxiques, on parle de la formation de ce qu'on appelle des doublets complets. Alors, j'ai déjà mentionné un peu cet exemple-là plus tôt, alors que par le passé, dans une écriture plus standard, on aurait écrit, bon, les conseillers ont émis cette recommandation. Donc ici, dans cette phrase-là, les conseillers pourraient être un groupe constitué à 100% d'hommes, mais ça pourrait aussi être un groupe où il y a des femmes. Et donc ici, on a cette règle du masculin générique qui l'emporte. Alors, avec l'écriture inclusive, on veut rendre cette phrase moins ambiguë, premièrement, et rendre plus visible la présence de femmes dans ce groupe de conseillers et conseillères. Donc, on va vraiment écrire, dans ce cas-là, un doublet avec les conseillers et conseillères ont émis cette recommandation. Donc, ça, c'est un exemple très simple, mais tout de suite, il y a une petite mise en garde qui s'impose. Alors, on va vraiment chercher, en écriture inclusive, à éviter ce qu'on appelle les doublets abrégés. Donc, vous les avez peut-être vus à certains endroits. Alors, ce sont les doublets où, par exemple, on va utiliser des points, des majuscules, peut-être des points médians pour raccourcir les doublets. Alors, dans l'optique de ne pas nuire à la lisibilité, ce n'est pas tout à fait recommandé d'utiliser ces formes-là. On va plutôt, encore une fois, chercher à écrire les doublets au long. Alors, les cliniciens et cliniciennes, un adjoint ou une adjointe, un résident ou une résidente, par exemple. Par contre, il y a certaines situations où vous allez manquer d'espace. Vous allez avoir des espaces restreints où vous n'avez pas nécessairement la place pour écrire un doublet au long. Alors, dans ces situations-là, donc par exemple, dans des tableaux, dans des formulaires, là, à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir avoir recours au doublet abrégé, donc dans ces contextes bien précis. Par contre, à ce moment-là, le signe à privilégier va vraiment être soit la parenthèse ou les crochets. Donc, par exemple, imaginez que vous êtes dans un tableau, vous avez à écrire une case où on doit cocher, bon, si on est employé, et vous manquez de place, ben, vous pourriez utiliser une parenthèse pour raccourcir votre doublet. Maintenant, il y a certaines questions que vous pourriez vous demander par rapport à la formation des doublets. Et en fait, il existe justement certaines recommandations pour vous aider à bien former les doublets. Alors, premièrement, il y a l'ordre dans lequel placer les noms d'un doublet. Et puis, en fait, l'ordre des noms dans un doublet est libre. Donc, vous pourriez écrire « Les représentantes et représentants ont voté en faveur de la motion », comme « Les représentants et représentantes ont voté en faveur de la motion ». Ça revient au même. Donc, vous n'avez pas nécessairement à écrire le masculin ou le féminin en premier.
Ensuite, est-ce que vous devez répéter un déterminant dans un doublet? Alors là, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter, puis on va les regarder rapidement. Alors, par exemple, si vous écrivez un doublet avec deux noms au singulier, donc prenez par exemple la clinicienne ou le clinicien. Mais ici, vous remarquerez qu'on a deux déterminants qui sont différents. On a la et le. Alors, dans ces cas-là, quand on a deux déterminants différents, on va devoir écrire les deux déterminants au long. Alors, ce qui est à éviter ici, ça serait de faire, par exemple, la clinicienne ou clinicien ou le clinicien ou clinicienne sans avoir le deuxième déterminant. Par contre, un peu dans la même logique, si vous êtes au pluriel, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous auriez, par exemple, les infirmiers et infirmières. Là, au pluriel, les déterminants sont les mêmes. Donc, c'est les autant au masculin qu'au féminin. Donc, ici, vous pourriez retirer le deuxième déterminant, ce qui allège un peu votre texte. Et puis sinon, il y a d'autres cas de figure. Alors, par exemple, avec les noms épicènes, donc qu'on se rappelle tantôt, donc qui sont des noms qui ne vont pas s'accorder en genre. Alors, à ce moment-là, si on est au singulier, on pourra écrire, on pourra faire ce qu'on coordonner les déterminants. Donc, on pourra écrire le ou la psychologue. D'accord? Donc, pas nécessairement, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'écrire le psychologue ou la psychologue. Et si vous êtes au pluriel, vous pourrez écrire tout court, les psychologues, qui englobent à la fois les hommes et les femmes. Parfait. Alors, on a vu ce que j'ai appelé les procédés syntaxiques, qui sont la première grande catégorie de procédés. Donc, c'est vraiment comment bien former les doublets en écriture inclusive. Mais il y a une deuxième grande catégorie de procédés qui est la formulation neutre. Et puis, c'est la deuxième partie de ma présentation des procédés aujourd'hui. Alors, contrairement au doublet où on essaie de mettre sur un pied d'égalité un nom féminin et un nom masculin, mais en formulation neutre, on va un peu plus loin et on part avec le principe qu'on veut utiliser des constructions qui vont éviter les accords marqués en genre. Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles, et on va les regarder rapidement ensemble. Alors, premièrement, il y a des mots pour la formulation neutre. Donc, il y a plusieurs types de mots que vous pouvez utiliser qui sont des mots, par exemple, des noms neutres pour commencer. Alors, quand on parle de noms neutres, on parle de noms qui réfèrent à un groupe de personnes. Donc, prenez par exemple le personnel, qui englobe tous les employés d'une organisation. On peut aussi avoir l'exemple de la clientèle, le public, la direction, et aussi le nom patientèle qui réfère à l'ensemble des patients d'un médecin ou d'un établissement hospitalier, par exemple. Il y a aussi les noms qu'on dit épicènes. Donc, encore une fois, des noms qui ne s'accordent pas en genre. Alors, on dit un spécialiste comme une spécialiste, un aide de laboratoire, une aide de laboratoire. Et donc, ces noms épicènes peuvent être bien pratiques dans des textes pour éviter justement d'avoir à faire des accords. Par contre, on se rappelle, si on est au singulier, on va quand même devoir écrire, par exemple, le ou la médecin. Il y a aussi des pronoms épicènes qui peuvent être très utiles. Donc, par exemple, personne, quiconque, plusieurs, ou des pronoms plus communs comme nous, on, vous, qu'on est très habitué en fait à utiliser, mais c'est des pronoms qui, contrairement à il ou elle, ne nécessitent pas d'accord en genre. Donc, on réfère à tous les membres d'un groupe. Et finalement, il existe aussi plusieurs adjectifs épicènes
Donc, par exemple, dans une offre d'emploi, plutôt que d'écrire qualifié, hein, donc qui nécessite d'accorder en genre, donc au masculin ou au féminin, on pourrait écrire, par exemple, apte. Cette personne doit être apte, capable, efficace à réaliser tel type de tâche. Il y a d'autres adjectifs épicènes. Prenez spécialiste, qui est aussi un adjectif, aimable, dynamique. Hein, donc, ces adjectifs-là, encore une fois, ont la même forme au masculin comme au féminin, et puis ça peut être utile d'y avoir recours dans des textes. Alors, on a vu un peu dans la formulation neutre les mots que vous pouvez utiliser, mais maintenant, on peut aussi construire des phrases qui vont être neutres, qui vont être des phrases épicènes. Alors, vous pourrez, par exemple, utiliser la voix active plutôt que la voix passive. Alors, prenez une phrase comme celle-ci. Les spécialistes de la question sont invités à. Donc, ici, la façon que cette phrase-là est construite nous force à accorder le participe passé invité au masculin. Par contre, on aurait pu tout à fait l'écrire à ce qu'on appelle la voix active. Donc, écrire, on invite les spécialistes de la question et ainsi, on n'a pas besoin d'avoir un accord en genre. On peut aussi avoir recours à des formes impersonnelles. On peut voir ça parfois dans plusieurs textes. Donc, par exemple, si vous vous êtes inscrit à l'accueil, mais s'il y avait une autre façon d'écrire cette phrase-là, on pourrait dire si vous avez fait votre inscription. Okay? Donc, c'est une petite tournure de phrase différente, mais en fait, qui nous permet d'éliminer l'accord au masculin sur le participe passé inscrit. Vous pouvez aussi employer des verbes à l'infinitif. Donc, ça, par exemple, on peut souvent voir ça dans des descriptions de poste. Il planifie les activités et répartit les tâches, par exemple. Mais il y aurait une autre façon, encore une fois, d'écrire cette description de poste. On pourrait écrire avec un verbe à l'infinitif, planifier les activités, répartir les tâches dans une liste de responsabilités. Ou on pourrait utiliser des noms comme planification des activités, répartition des tâches. Et dans certains contextes, finalement, on peut même parfois supprimer tout simplement un ensemble de mots si le contexte est suffisamment explicite. Alors, prenez une phrase comme celle-ci, par exemple, dans une assemblée générale, la majorité des représentants a voté en faveur d'eux. Alors ici, si le contexte, encore une fois, tout dépend du contexte, du type de communication, comme on l'a vu un peu au début, mais si le contexte est assez clair, est assez explicite, vous pourriez avoir tout simplement la majorité a voté en faveur d'eux. Hein? Donc, pas besoin d'avoir des représentants ou même d'avoir un doublet comme des représentants et représentantes. Alors, une petite note quand même sur la formulation neutre. Alors, parfois, on pourra remarquer en fait que les formulations neutres, elles peuvent être imprécises ou ambiguës dans certains contextes. Encore une fois, tout est une question de contexte. Alors, par exemple, quel procédé d'écriture inclusive est-ce que vous utiliseriez pour une phrase comme celle-ci? Alors, la direction doit signer le protocole d'entente. Donc ici, on a utilisé un nom neutre qui réfère à un groupe de personnes, donc le groupe de personnes de la direction. Mais ici, peut-être que cette phrase-là va être ambiguë parce que peut-être qu'on va se demander, d'accord, mais qui exactement doit signer le protocole? Alors peut-être que dans une phrase comme ça, on va préférer utiliser autre chose, comme par exemple un doublet. Hein. Le directeur ou la directrice doit signer le protocole d'entente de sorte qu'on sait exactement qui fait l'acte de signer. Parfait. Donc, c'est ce qui vous donne en fait un aperçu assez général des procédés. Et maintenant, j'aimerais un peu vous montrer comment
ça peut se manifester dans un texte, donc à l'aide d'un exemple très rapide. Alors, si vous avez un texte comme celui-ci, qui est une très courte invitation à une soirée de réseautage. Par ailleurs, ce texte-là est totalement inventé. Je tiens à le préciser. Alors, vous avez premièrement les chercheurs de l'hôpital, hein, donc qui est écrit au masculin. Vous avez le thème de la soirée qui s'intitule, bon, Unis pour l'innovation. Ben, ici, encore une fois, on a un accord au masculin. Vous avez ensuite la phrase « Vous êtes intéressé par la création de partenariats ». Plusieurs acteurs, encore une fois, on est au masculin. Et soyez présents pour cette soirée, encore une fois, un accord au masculin. Et finalement, dans la petite note en bas de l'invitation, ben, on invite à communiquer avec le responsable de l'unité. Alors ici, voyons voir une des nombreuses façons auxquelles on peut avoir recours donc, pour rendre ce texte plus inclusif. Donc, il y a plusieurs stratégies qui sont utilisées dans cette nouvelle version. Alors, premièrement, plutôt que de dire les chercheurs sont conviés, ben, on utilise une voix active. Donc, le centre de recherche convie. Donc, on n'a pas besoin de faire un accord ici. Ensuite, plutôt que d'écrire les chercheurs, ben, on va utiliser un doublet. Les chercheuses et chercheurs, par exemple. Ensuite, plutôt que d'écrire ben, unis pour l'innovation, mais ici, on utilise, je ne l'ai pas présenté, mais on utilise un adverbe épicène, ensemble pour l'innovation. Donc, des fois, il y a une sorte de façon, de stratégie auquel on peut avoir recours pour, bon, ça demande un petit peu de créativité, mais pour repenser, par exemple, ici, le titre d'une soirée. Ensuite, donc, plutôt que de dire « vous êtes intéressé par la création de partenariats », donc, encore une fois, on change un petit peu la phrase pour avoir la voix active. La création de partenariats vous intéresse. Donc, ici, encore une fois, on n'a pas besoin d'un accord au masculin sur « intéressé ». Alors, dans le texte précédent, ensuite, on avait plusieurs acteurs du secteur. Ben, il y aurait d'autres façons d'écrire ça. Donc, on pourrait, par exemple, employer un nom épicène comme plusieurs porte-paroles du secteur. Et finalement, donc, alors que dans le texte d'origine, on avait une phrase donc, qui nous disait à la fin « communiquer avec le responsable de votre unité », mais ici, vous pourriez opter pour, encore une fois, garder le nom épicène responsable, mais coordonner les déterminants. Donc, comme, encore une fois, le ou la responsable. Et puis, j'en profite aussi pour souligner que dans le tout premier doublet ici, dans l'exemple, les chercheuses et chercheurs, mais étant donné qu'on a le même déterminant pour les chercheuses comme les chercheurs, on n'a pas besoin de le répéter à l'intérieur du doublet. Alors, évidemment, je le note en bas de la diapo, il y a plusieurs façons qui auraient pu être utilisées pour rendre ce texte inclusif, et puis c'est seulement un exemple si vous avez. Donc, ce n'est pas la réponse unique. Et par ailleurs, encore une fois, une petite mise en garde ici. Pour le bien de l'exercice, ben, je vous ai présenté un texte écrit, si vous voulez, en écriture standard, non inclusive, pour ensuite le rendre inclusif dans l'exercice. Par contre, la démarche vraiment à entreprendre avec l'écriture inclusive et ce qui est vraiment préférable, c'est de rédiger votre texte dès le départ, en ayant en tête les procédés de l'écriture inclusive. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à les adopter puis à les intégrer à nos habitudes. Alors, donc voilà. Donc, c'est important de garder en tête que rédiger un texte pour ensuite le traduire en écriture inclusive, c'est plutôt déconseillé. Parfait. Donc, dans le temps qui me reste, j'aimerais regarder un peu avec vous quelques ressources qui vont vous permettre d'entamer votre transition vers l'écriture inclusive. Peut-être justement aller un petit peu plus loin que l'aperçu que je vous ai donné aujourd'hui, éclaircir certaines questions que vous pourriez avoir. Alors,
Premièrement, il y a le guide d'écriture inclusive de l'Université de Montréal. Alors, je vais juste rapidement changer. Alors, vous devriez voir une page web en ce moment. Alors, évidemment, toutes ces ressources-là vont vous être envoyées. Donc, normalement, si on pouvait les partager dans la discussion pour les personnes qui voudraient les ouvrir de leur côté également, ça pourrait être bien. Donc, ici, dans le guide d'écriture inclusive de l'Université de Montréal, ben, vous avez un peu là, les grands thèmes que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, par exemple, les principes de l'écriture inclusive. Et si vous cliquez sur l'onglet « Comment rédiger de manière inclusive », ben, vous allez avoir une série d'articles sur la formulation neutre, hein, donc qui est ici la deuxième catégorie de procédés que je vous ai montré, et aussi une série d'articles sur les procédés syntaxiques, donc la formation de doublets. Vous allez aussi avoir une section sur les appellations d'emploi, les définitions donc de certains termes, et vous allez aussi avoir un onglet avec plusieurs outils pour aller plus loin. Donc, que ce soit des documents qui ont été émis par le gouvernement du Canada ou l'Office québécois de la langue française, plusieurs documentations, donc une ressource qui est quand même très utile. Ensuite, plus récemment, donc à l'Université de Montréal, on avait ce guide-là et on a décidé aussi de créer une ressource où les gens pourraient en fait aller s'auto-former plutôt que de lire un guide, vraiment suivre une formation en ligne plus interactive et avec des exercices. Donc, on a créé, donc encore une fois, ça c'est accessible dans les onglets du site web, mais vous aurez le lien. Alors, on a créé la formation inclusivement aussi, qui est une formation gratuite qui dure, c'est 5 modules et puis ça va vous prendre environ 50 minutes la réaliser. Et c'est ouvert au grand public. Hein? Donc, que vous soyez ici, là, je tiens à le préciser, que vous soyez de l'Université de Montréal ou non, là, ça ne fait pas de différence. C'est ouvert à tous et à toutes. Par contre, évidemment, donc, comme c'est hébergé sur une plateforme de l'Université de Montréal, vous allez devoir vous créer rapidement un compte utilisateur invité pour pouvoir faire la formation. Et voilà. Et donc, je poursuis également. Donc, une autre ressource bien utile que je voudrais vous présenter. Alors, c'est sur la banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française. Alors, la banque de dépannage linguistique présente plein de rubriques pour des questions que vous pourriez avoir dans votre rédaction au quotidien pour vous aider. Eh bien, il y a un index thématique complet sur la féminisation, la rédaction épicienne. Puis là, vous avez plusieurs articles. Donc, par exemple, sur la formulation neutre. Donc, si vous voulez creuser, bon, vous pouvez aller explorer cette ressource-là qui est super utile. Par exemple, vous avez des listes de termes épicènes ou neutres. Donc, j'en ai présenté quelques-uns aujourd'hui, mais il y en a. Et voilà. Donc là, je vais juste revenir à mes diapositives. Donc, il y a ces 3 ressources-là. Et aussi, une petite note pour vous rappeler d'utiliser les bonnes appellations de personnes hein, quand vous écrivez en écriture inclusive. Donc, c'est important d'employer surtout, en fait, les bonnes formes féminines. C'est correct d'avoir des doutes parfois. Hein. Des fois, on n'est pas sûr. OK, bon, par exemple, le féminin de chercheur. Est-ce que c'est chercheur ou est-ce que c'est chercheuse? Alors, dans le doute, c'est beaucoup mieux, en fait, de vérifier, d'utiliser les ressources que vous avez à votre disposition. Donc, si je reviens justement à la banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française, donc, il y a une liste de noms masculins et féminins. Alors ici, là, ça, c'est assez exhaustif. Vous devriez trouver
la réponse à tout ce que vous cherchez ici. Donc, vous avez des listes de noms au masculin avec leur équivalent au féminin. Si vous avez un doute, mieux vaut vérifier que de créer des nouvelles formes en concurrence, en fait. Et sinon, ben, il y a toujours le bon vieux dictionnaire que vous pouvez utiliser. Alors, ben, je vous remercie. Là, c'est la fin des diapositives pour ma présentation. Et en fait, avant de peut-être passer à la période de questions, je ne sais pas si ça serait le bon moment de vous lancer une question au sujet de bon, j'aimerais savoir, en fait, si cette présentation vous a incité hein, à avoir recours à l'écriture inclusive à l'avenir. Alors, est-ce que vous pensez l'utiliser dans toutes vos rédactions? Est-ce que vous comptez l'utiliser pour certains types de communication seulement, ce qui peut être tout à fait correct également? Ou est-ce que vous pensez pas vraiment avoir recours à l'écriture inclusive, ça ne vous a pas trop allumé? Sinon, j'aimerais aussi savoir si ce webinaire va vous inciter à parler avec vos gestionnaires pour peut-être explorer la possibilité de suivre une formation un peu plus approfondie sur le sujet. Alors, vous avez encore une fois 3 choix de réponse. Oui, tout à fait. Oui, en partie. Ou non, pas du tout. Alors, nous vous invitons à voter selon votre situation. Et n'oubliez pas, après avoir répondu, à cliquer sur Soumettre afin qu'on puisse par la suite partager les résultats à l'ensemble des gens. Alors, c'est très intéressant. La question 1 était, après avoir assisté à ce webinaire, dans quelle mesure pensez-vous avoir recours à l'écriture inclusive? Donc, 52% d'entre vous avez répondu, je compte utiliser l'écriture inclusive dans toutes probablement mes communications. Bravo. Et concernant la possibilité d'aller plus loin, donc 56% d'entre vous avez le goût de contacter le ou la gestionnaire de votre organisation pour poursuivre une formation sur le sujet. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonin, pour la présentation. Vous pouvez peut-être cesser le partage de votre écran. Je vais aussi inviter les gens à regarder du côté de la boîte de clavardage dans laquelle ont été déposés les liens que Antonin a mentionnés en fin de rencontre. Maintenant, je vais lancer la période d'échange et de questions. Et en fait, on avait une première question qui nous venait de la part de Sarah. Donc, Sarah, est-ce que vous souhaitez formuler vous-même votre question à Antonin? On peut ouvrir votre micro. Sarah Calvin. Allez-y, Sarah. Oui, bonjour. 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 C'était simplement un commentaire. Alors, pour moi, on ne peut pas parler d'inclusion sans mentionner les personnes non binaires. Et puis, la première stratégie des doublés, à mon avis, ce n'est pas vraiment une stratégie inclusive car ça remet l'emphase sur la binarité des genres. Donc, je réfléchis souvent à ceci en révisant les traductions qu'on reçoit à notre organisme. Et puis, bien sûr, on veut une meilleure représentation féminine dans nos produits écrits, mais si on exclut un groupe en essayant d'inclure une autre, je pense qu'on n'est pas vraiment dans l'écriture inclusive. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Oui, merci pour le commentaire, Sarah. C'est sûr que, en effet, le doublet, on a encore le masculin, le féminin. On essaie de fonctionner un peu avec comment le français départage le genre en ce moment. Par contre, c'est un peu pour ça aussi que je présente toujours tout le côté formulation neutre pour aussi essayer d'inciter donc les gens qui veulent passer à l'écriture inclusive à utiliser des noms épicènes ou à trouver des façons de formuler où on essaie vraiment d'évacuer l'accord en genre le plus possible. Donc, c'est ça, il faut... C'est un très bon commentaire. Il faut essayer de fonctionner un peu avec ce qu'on a
Et ce n'est pas toujours facile. On est dans cette démarche-là de transition. Mais évidemment, là, cette question-là de la binarité, ça va demeurer. Puis on va beaucoup en parler dans les prochaines années, je le sens. Merci beaucoup pour votre question, Sarah. Et puis, on avait aussi une question de la part de Benjamin Stoll du côté de la Colombie-Britannique. Benjamin, est-ce que vous aimeriez formuler votre question à notre conférencier aujourd'hui? Allez-y, Benjamin. Oui, allez-y. Merci pour la présentation. On travaille avec des professionnels. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Là, maintenant, on va vous entendre. Vous aviez fermé votre micro. Merci, Benjamin. On a des documents de promotion qui sont parfois pas très grands pour inciter les professionnels à s'engager. Quelle serait votre recommandation par rapport aux points médians ou aux parenthèses ou doublés pour être le plus inclusif possible? Et effectivement, il y a l'enjeu des personnes transgenres qui est aussi à prendre en compte. Oui, oui. Ben, en fait, donc là, je suis en train de regarder votre question. Donc, je ne sais pas. C'est sûr que, comme vous l'avez vu dans le cadre de la présentation, nous, dans notre guide, on ne recommande pas d'utiliser des points ou des points médians, par exemple. La raison étant que, premièrement, les points médians, c'est plus ou moins accessible sur la plupart des claviers d'ordinateur. Et en utilisant des points aussi, niveau lisibilité, c'est sûr qu'on perd un peu et ça contrevient justement à ce principe de Donc, base ce de serait l'écriture les inclusive. professionnels, Donc, c'est plus d'y aller avec des parenthèses, par les exemple. parenthèses, ce serait plus simple. Si, encore une fois, quand vous manquez d'espace dans un tableau, dans un formulaire, d'utiliser des parenthèses ou des crochets. OK, merci. Et si je peux me permettre aussi de rajouter par rapport au choix justement du symbole de la parenthèse, ben, en français, on l'utilise déjà, par exemple, si vous voyez par exemple un S entre parenthèses pour signifier que le nom pourrait être au singulier comme au pluriel, ben, ici c'est un peu le même principe. Donc on ajoute une parenthèse pour signifier que le nom pourrait être au masculin ou au féminin. Donc on suit un peu cette logique-là qui existe déjà en français. D'accord, merci. Merci, Benjamin, pour votre question. On avait aussi une question de la part d'Anne-Marie Morel. Anne-Marie, on va maintenant ouvrir votre micro si vous voulez formuler votre question. Bonjour. Bonjour. OK, donc je l'avais inscrit aussi dans le chat. Je me questionnais sur les doublets ou les doubles déterminants. On voit parfois que le féminin précède, parfois c'est le masculin qui précède, donc les Québécoises et les Québécois, puis des fois c'est dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a une meilleure pratique? C'était vraiment ma question à ce niveau-là. Oui. Alors, en fait, premièrement, je dirais que la bonne pratique serait d'être le plus constant possible à travers un texte. Donc, si vous décidez d'utiliser le féminin en premier, ben de maintenir cette habitude-là à travers votre texte. Donc, premièrement, il y a ça, il y a cet aspect de la constance. Et deuxièmement, bon, ça c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, étant donné que je présentais vraiment un aperçu. Mais il y a aussi parfois la question de l'accord qui peut se poser. Si vous prenez, par exemple, les étudiantes et étudiants inscrits. Donc, je vous invite à aller regarder un peu ce qu'on a dans nos ressources sur la règle de proximité. Donc, pour savoir comment accorder un adjectif ou un participe passé avec un doublet. Parfois, cette règle-là, vous forcez à placer le féminin ou le masculin en premier. Et donc, ça aussi, ça peut venir jouer. Mais, règle générale, je dirais que c'est surtout important d'essayer d'être le plus régulier possible à travers votre texte.
Merci beaucoup. Puis, juste un petit commentaire là, sur les deux qui précédaient. En fait, la parenthèse, moi, je me suis déjà fait critiquer à l'avoir utilisée parce qu'on me disait qu'on ne mettait pas les femmes en parenthèse. Alors, des fois, on peut aussi avoir ce type de surprise. Donc, peut-être encore un point en faveur de pratiquer les termes épicènes encore avec plus de force. Oui. Et puis, il y en a beaucoup en français des termes épicènes. Donc, oui, ça vaut la peine. Merci de vos questions. Puis, il nous reste encore du temps. Donc, si vous avez d'autres questions pour notre conférencier pendant qu'on l'a avec nous en direct et qu'on peut interagir, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'aimerais, Anthony, j'avais une question pour vous. Je me demandais, bon, là, on a vu en fin de webinaire que les gens étaient intéressés à poursuivre. S'ils voulaient aller plus loin, outre la disponibilité de la formation en ligne, est-ce que vous aviez aussi, est-ce qu'on peut vous contacter, par exemple, pour une formation auprès d'un groupe? Comment ça fonctionne? Ben, c'est ça. Donc, je vous ai présenté la formation, en effet, en ligne de l'Université de Montréal, donc à laquelle j'ai contribué activement. Et puis, ça, c'est vraiment une formation, encore une fois, je le rappelle, qui se fait seule et que vous pouvez reprendre au moment que vous le désirez, l'interrompre, la recommencer. Par contre, pour les formations de groupe, oui, donc moi, vous pouvez me rejoindre pour cette question-là. Donc, je peux offrir des formations en groupe comme celle d'aujourd'hui ou des formations aussi plus approfondies. Donc, c'est ça. Donc, je propose principalement là, ces deux avenues-là niveau formation. Ah, je pense qu'on ne vous entend pas. Oui, je suis discrète, hein, j'ai fermé mon micro. Excusez-moi. Moi, je suis curieuse. Depuis que vous offrez ces formations-là en écriture inclusive, est-ce que vous avez eu est-ce que vous en avez vu des retombées? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été inattendus et qui vous ont surpris peut-être? Je dirais que, bon, c'est ça, les retombées, puis ce qui est positif avec ces formations-là, c'est d'avoir d'avoir des styles d'écriture inclusive qui vont être de plus en plus standardisés. Donc, de passer d'une étape où en ce moment où on a plein de façons de faire un peu différentes à un point où ben, l'écriture inclusive se popularise et on veut essayer en fait que le plus de personnes possible utilisent les mêmes stratégies pour pas qu'on ait à s'adapter à des stratégies différentes trop souvent. Donc, c'est vraiment ça, je pense, la retombée positive de la formation. Sinon, ben, c'est ça, il y a plein de personnes, en fait, qui, après avoir suivi la formation, me disent qu'ils sont surprises de voir que c'est pas mal plus simple hein, que qu'ils le pensaient avant de faire la formation. Parfois, on peut avoir peur un peu de l'écriture inclusive. Il y a beaucoup de débats dans les médias, mais au final, ben, il y a plein de stratégies super simples qu'on peut employer. C'est des stratégies qui existent déjà dans la langue. Et donc, beaucoup de gens sont agréablement surpris de voir ça. Merci, Antonin. Et puis, de votre côté, pour les participantes et participants qui sont en direct présentement, quels avantages voyez-vous à l'adoption d'un style d'écriture épicène pour la clientèle avec laquelle vous travaillez ou les milieux dans lesquels vous œuvrez? Parce que là, je sais que nous avons en ligne présentement des gens qui sont du domaine de l'alphabétisation. Il y en a d'autres qui sont dans le domaine des universités, de l'éducation. Il y en a encore qui sont dans le domaine de la santé, comme Benjamin tout à l'heure qui est intervenu. Donc, je me demandais quels avantages participantes et participants voyez-vous à l'adoption de ce style d'écriture épicène?
Alors, vous pouvez lever la main et puis on ouvrira votre micro pour vous entendre. Oui, allez-y, Benjamin. Pour l'instant, je vais être honnête, je vois pas encore les avantages et les retombées comme on en parlait. J'ai été confronté à différents cas de figure déjà au sein même de mon équipe en termes de travail supplémentaire. Déjà comprendre le concept et ensuite se former. Et puis ensuite, même au sein de femmes dans mon équipe qui me disent, mais attendez, pourquoi on est en train de se prendre la tête à tout revoir? Il y a une règle, on l'applique et puis on continue. Je dis, bah, la langue évolue, donc on évolue avec, et puis ça permet de s'adresser à d'autres publics. Donc ça, c'était en interne et en externe, travaillant avec des immigrants aussi, beaucoup. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, bah, si c'est comme ça que vous approchez les francophones, nous, on n'est pas... on n'est pas réceptif à ce type de formulation. Donc, on va s'adresser à des gens qui parlent plus comme nous, directement au masculin. Voilà. Et ça, c'est des femmes comme des hommes. Donc, j'étais assez surpris de ça. Les personnes les plus réceptives sont effectivement dans le milieu communautaire, les organisations comme Réseau Femmes ou ce genre ou informel, des associations qui justement œuvrent pour l'égalité des genres, pour une meilleure prise en compte de ces enjeux-là. Mais c'est vrai que je trouve que ça a du mal aujourd'hui à percer un petit peu dans d'autres sphères. Voilà, donc même la traductrice qui fait nos documentations nous dit, écoutez, c'est très lourd quand même, hein. Est-ce que vous voulez vraiment le faire? Je dis, ah oui, c'est vraiment important pour moi que ce soit... Donc voilà, formulation épicène et autres. Mais effectivement, ça demande, je pense, tout un nouvelle approche et une nouvelle ouverture d'esprit peut-être sur certaines populations. Je vous remercie, Benjamin, de ce commentaire fort intéressant. On a aussi Lise Duguay du côté du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick qui veut commenter. Alors, Lise, on va ouvrir votre micro. Allez-y. Oui, merci Nathalie, merci Antonin pour la présentation. Moi, un petit peu au contraire de ce que la personne juste avant moi a émis comme commentaire, nous, ici, on applique vraiment la formulation vraiment neutre où on va parler de personnes étudiantes, personnes inscrites au programme, une personne patiente. Donc, vraiment l'utilisation du mot « personne ». Ça fait quelques années qu'on l'utilise, qu'on essaie de sensibiliser les membres de l'équipe ici, puis on voit que ça porte fruit. Quand le doyen, parce que c'est un doyen, il va parler à la communauté étudiante, il va parler des personnes étudiantes. Donc maintenant, ça fait partie du discours, ça fait partie de la façon qu'on écrit. Puis pour nous, on juge que ça reflète l'image qu'on veut aussi. On veut être inclusif. Peu importe le genre des personnes qui sont chez nous, peu importe le genre des patients ou des personnes patientes. C'est sûr que c'est un exercice, mais on est passé du masculin au neutre plutôt que de parler de masculin-féminin. En tout cas, chez nous, dans le milieu universitaire, au Centre de formation médicale, je vois ça très positif. Puis au début, les gens... C'est un peu particulier là, quand on écrivait toujours la personne étudiante, la personne inscrite au programme en médecine, mais maintenant, c'est naturel, puis beaucoup de gens l'utilisent. Donc, en tout cas, ça, c'est ma perspective chez nous, là. Merci beaucoup, Lise, pour ce commentaire et ce partage. C'est encourageant aussi de voir que c'est utilisé et en même temps, je pense que ça reflète que c'est un processus, l'adoption de ce style d'écriture. On a une question de la part de Geoffroy Krajewski qui est avec le Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick. Et Geoffroy mentionne « Que pensez-vous de l'utilisation des pronoms non binaires? » Donc, on revient avec une question. Oui, donc en fait, nous, dans l'approche qu'on adopte, on essaie d'utiliser ce qui existe déjà dans la langue pour écrire de façon plus inclusive. Il y a certaines personnes qui proposent également d'utiliser des pronoms et puis ça se fait dans plusieurs endroits, puis ça fonctionne. Par contre, si vous voulez, comme dans l'approche qu'on adopte ici, où on essaie de rejoindre le plus de personnes possible, puis d'avoir
des procédés qui sont faciles à adopter pour prendre ce pas dans la bonne direction. Les pronoms ne sont pas nécessairement une solution qu'on a retenue pour la formation. Mais c'est ça se fait. Et puis, vous savez, le langage, ça évolue, c'est changeant. Je veux dire, ces recommandations-là, on peut s'en reparler dans 10 ans et puis elles vont peut-être être différentes. Donc c'est ça, c'est des dossiers qu'il faut suivre parce que ça change beaucoup. Mais on adopte un peu cette perspective où on essaie de démocratiser puis de fournir des pistes de solutions qui sont faciles à adopter au quotidien. Merci, Antonin. Et c'est ce qui, vous allez maintenant voir apparaître à l'écran un court sondage pour évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous vous invitons à répondre aux questions. Pour nous, c'est très important. Ça nous permet de procéder à des ajustements dans l'offre de nos webinaires. Donc, pour faire défiler jusqu'à la toute dernière question, vous n'avez qu'à toucher la bande grise sur le côté de la boîte et ça vous amènera jusqu'à notre dernière question, qui est la question numéro 5. Et suivant ça, vous cliquez simplement « Soumettre » et nous, ça nous donnera l'évaluation complète du sondage d'aujourd'hui, du webinaire d'aujourd'hui plutôt. Et c'est, comme je le disais, c'est ce qui conclut notre premier webinaire de la saison. Je vous remercie chaudement, Antonin Rossier-Bisaillon, d'avoir osé lancer cette session automne 2021 qui a été stimulante et qui nous a donné de nombreuses pistes pour adopter un style d'écriture et de communication qui soit le plus inclusif possible. Merci beaucoup, Antonin. Et au revoir à tout le monde. Merci.